Et vous allez maintenant pouvoir poser des questions à l'un des intervenants précédents. Merci. Alors, avant de poser, non pas mais mes deux questions, je voudrais déjà féliciter les organisateurs, parce que j'ai fait quand même pas mal de colloques depuis mes quelques années à l'université, et j'en ai rarement vu d'un tel niveau. Voilà, je tenais à vous le dire, y compris sur ce sujet. Mais... Je dis pas ça parce que j'ai été intervenant, je parle des autres interventions. Donc j'avais deux questions. La première à destination de monsieur Ziadé. Dans les foyers, comme dans beaucoup d'institutions qui reçoivent des personnes, que ce soit des jeunes, des personnes plus âgées, etc., des personnes sous main de justice, etc., il y a souvent une interdiction d'avoir des relations sexuelles. Quand on reçoit des jeunes qui parfois ont été victimes, parfois ont été auteurs, parfois ont été victimes et auteurs d'infractions sexuelles, c'est un petit peu compliqué de leur interdire d'avoir des relations sexuelles, déjà parce que c'est interdit de leur interdire d'avoir des relations sexuelles, normalement, c'est une liberté fondamentale, donc compliqué de leur interdire. Mais d'un autre côté, c'est compliqué dans un foyer de permettre d'avoir des relations sexuelles. Je voulais savoir comment vous faisiez dans vos foyers. Et je pose ma deuxième question très rapidement à la dernière intervenante. Vous avez beaucoup parlé de pornographie de ce que j'ai compris, la pornographie dont vous parliez, c'était principalement, mais j'ai pu me tromper, la pornographie qu'on voit en ligne sur les sites entre guillemets classiques. Quid de la pornographie sur les réseaux sociaux? Vous en avez un petit peu parlé dans les conséquences de la pornographie, le fait que les mineurs pouvaient s'envoyer des nudes, etc. Quid en fait de l'impact de la pornographie que les mineurs créent eux-mêmes ou s'envoient entre eux, qui est délié de la pornographie que les professionnels font entre eux et envoient à des mineurs. Voilà, je vous remercie. Je commence donc à répondre. En premier lieu, la question est comment est-ce qu'on pose un interdit? Si on dit, de façon naïve, en référence sans doute à ces représentations de ce que c'est qu'une fratrie, ici vous êtes comme des frères et sœurs, donc on sait très bien que justement les enfants, lorsqu'ils sont victimes d'agressions sexuelles par un autre mineur, le sont la plupart du temps par leur grand frère ou leur petite sœur, etc. Donc j'invite tout le monde à ne plus jamais dire ce genre de choses. Par ailleurs, il y a quelque chose qui peut exciter à la transgression lorsqu'on pose un interdit, que ce soit sur la question de la sexualité ou sur autre chose. Lorsque, par exemple, on a des enfants qui montent au-dessus d'une barrière, eh bien, on prend un risque simplement à élever la grille, par exemple, pour qu'ils ne passent pas au-dessus. Eh bien, ils vont continuer à passer au-dessus et se mettre encore plus en danger. Donc, je vais prendre l'exemple, ça va peut-être vous étonner, des bonbons. Les bonbons, c'est bon. Oui, mais les bonbons, ça peut faire des caries, et puis on peut avoir plus tard un diabète, etc., etc. On doit expliquer à l'enfant que oui, c'est bon, mais que ça peut abîmer. Et que oui, bien sûr, on peut dire par exemple un enfant, je vais prendre l'exemple d'un enfant de 13 ans, il a été victime très précocement par son oncle qui a eu une sexualité très dégradée. Il urinait sur lui, il faisait des choses, etc. Il a dit, vous savez, quand même, ne m'interdisez pas d'avoir des relations sexuelles à mon âge, ne me dites pas à ton âge, etc. Moi, j'ai une amie, je prends des préservatifs, on prend nos précautions, donc arrêtez s'il vous plaît, quoi. Voilà. Donc ce qui est interdit, c'est simplement ce qui peut gêner l'autre. Donc on peut dire, par exemple, à cet enfant-là, écoute, tant que vraiment voilà, tu ne mets en danger personne, ok, maintenant, si la sexualité s'étale devant soi, c'est gênant. Donc voilà ce qu'on doit dire à quelqu'un. On doit parler de l'exhibitionnisme, du voyeurisme. On doit pouvoir dire à quelqu'un que c'est très difficile de lui apprendre que c'est interdit parce qu'il a déjà vécu des choses, parce qu'il a été aussi excité. Ce que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, c'est que pourquoi est-ce que quelqu'un finalement se laisse abuser pour toutes sortes de raisons, notamment aussi parce qu'il y a des zones érogènes qui sont excitées. Et que c'est parfois encore plus confusionnant d'être à la fois terrorisé et d'être excité. Et comment on s'en sort de tout ça? Voilà. Donc on doit pouvoir simplement parler des interdits tranquillement et expliquer d'ailleurs de façon générale ce que sont les lois et qu'elles ne sont pas faites pour contraindre, mais qu'elles sont faites pour permettre, voilà, et sécuriser. Et donc oui, il y a en effet un seuil de tolérance qui va être différent suivant les âges des enfants. Ce que je n'ai pas pu dire, c'est qu'on croit par exemple que les foyers mixtes engendrent plus de violence. Au contraire,
Au contraire, il y a des violences beaucoup plus archaïques, beaucoup plus dégradantes entre filles ou entre garçons. Donc, je dirais, il faut poser l'interdit de façon, je dirais, argumentée. Il faut être convaincu et ça marche comme ça. Je voulais juste rajouter justement par rapport à ce que vous dites, la notion d'interdit chez un adolescent, notre cerveau est fait pour le positif, pas pour le négatif. Donc interdire la relation sexuelle, d'une certaine manière, c'est oublier qu'un adolescent, il a plein de potentialités et plein de désirs. Et justement, l'enjeu de l'éducation, ça va être de donner du sens à ce désir, à cette pulsion qu'il peut ressentir, pourquoi il veut une relation sexuelle, etc., etc. Et plus on va lui donner du positif, quelque chose qui va être constructif du coup. J'ai parlé d'estime de soi, de construction de sa personnalité. Plus on va être sur cet axe-là, moins la question de la sexualité va être omniprésente dans son cerveau. D'autant plus quand il a été lui-même victime. Il faut sortir de ce champ omniprésent qu'il a déjà à cause de la blessure qu'il a malheureusement subie. Donc pour répondre à votre question sur les mineurs, si j'ai bien compris, quel est l'impact de cette pornographie, on va dire, ce qu'on peut nommer un peu soft, c'est-à-dire cette pornographie qui n'est pas la pornographie mainstream, en tout cas des gros sites qui proposent toutes sortes de vidéos, mais plutôt ceux qui produisent eux-mêmes à leur niveau. Faut pas oublier qu'on est dans une société qui est hyper sexualisée. Et il y a en fait, le premier professeur en Espagne de sexualité, de la psychologie de la sexualité, qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Félix López, et qui a développé beaucoup dans le monde en général. Qu'est-ce que c'est la psychologie de la sexualité? Il dit qu'aujourd'hui, dans cette société hyper sexualisée, la sexualité est en même temps supra-valorisée, c'est-à-dire qu'elle est partout. Et donc, chez les adolescents, il y a un peu ça qui est intégré, c'est que si je ne suis pas sexuelle, la fille, si je ne suis pas désirable, si je ne suis pas à la hauteur de donner du plaisir ou de faire telle chose à mon copain, je ne suis pas à la hauteur. C'est-à-dire, c'est la sexualité, mon potentiel sexuel qui me définit. Et en même temps, donc, elle est infravalorisée parce qu'elle est totalement sortie de l'ordre de l'intime et, on va dire, on lui a enlevé justement toute sa valeur précieuse, intime, énorme qu'il y a dans l'être humain. Donc, c'est certain qu'avec cet apprentissage pornographique et cette idée que la sexualité est un produit qui se consomme, les adolescents apprennent et se mettent eux-mêmes évidemment en position d'objet sexuel. Et il y a vraiment le facteur de désirabilité sociale qui rentre en compte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'adolescentes, mais aussi adolescents, qui, pour être acceptés dans le groupe, qui, pour ne pas se sentir un peu coincés, etc., vont répondre et vont mener des enregistrements ou des photos, enfin faire des choses pour lesquelles ils sont quand même un petit peu critiques, mais c'est quand même un moment où faire partie du groupe des pairs et d'être intégré est très important pour l'estime de soi. Donc du coup, il y a beaucoup d'adolescents qui vont mener des conduites sexualisées qui ne leur plaisent pas tant que ça, mais qui vont le faire pour pouvoir être intégrés. Et puis ensuite, avec cette idée de si tu le fais pas, je te quitte, ou si je le fais pas, peut-être qu'il me quitte. Enfin, aussi cette relation entre sexualité et affectivité qui est très désordonnée et qui souvent est liée aux dépendances affectives aussi dans l'adolescence. Voilà. Donc oui, il y a un impact évidemment extrêmement important dans la santé et dans la vie sociale de l'adolescent, de cette pornification, on va dire, des rapports. En entendant tous les intervenants, je me faisais une réflexion assez simple. C'est que le psychisme humain, je dirais depuis l'origine des temps, il a un rythme de maturité qui est assez long, assez lent, assez lent. C'est-à-dire que le rôle de l'environnement, c'est de ne pas proposer à un enfant plus d'excitation que celle qu'il peut métaboliser, celle qu'il peut recevoir. Et si on en propose plus, c'est traumatique. Alors, il va faire face au traumatisme de diverses manières, en s'identifiant, voilà. Bon. Et alors, voilà, par exemple, ce qu'on observe, c'est actuellement en primaire des fillettes qui subissent des viols digitaux. Il y a beaucoup plus de jeunes filles qu'on le pense qui se tournent vers l'homosexualité féminine parce que la représentation de la sexualité, de l'hétérosexualité que les garçons leur présentent au collège est quelque chose de tellement inquiétant et brutal qu'elles tournent leur sexualité sans que ce soit une orientation naturelle au départ, je dirais. Et
je me dis d'abord comment on en est arrivé là. Évidemment, l'éducation en général, c'est un mot ça tourne autour du refoulement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les parents ne montrent pas aux enfants. Le milieu familial, c'est un milieu où le principal sentiment, c'est la tendresse entre les parents. C'est pas la sexualité brute. Les parents évitent d'avoir des comportements sexualisés normalement devant leurs enfants. Donc il y a une protection éducative normale. Et là, c'est vrai qu'avec l'irruption de la pornographie, tout le système de développement progressif, comment dire, la manière dont les parents aident un enfant à apprivoiser leurs pulsions violentes et leurs pulsions sexuelles, c'est complètement mis à mal par cette irruption prématurée de la pornographie. Et il y a encore plus, si les parents disent non et essayent d'interdire cela et d'être très vigilants, il y a une sorte de mentalité de groupe qui s'est installée, c'est-à-dire, mais enfin, tout le monde fait comme ça, qu'est-ce que, etc. C'est-à-dire que les parents eux-mêmes sont disqualifiés souvent dans leurs attitudes éducatives. Donc, ce qui nous attend, je crois que c'est un énorme travail pour rétablir à nouveau des digues, des frontières. Je ne sais pas comment on va pouvoir s'y prendre. Ce que je pense, c'est qu'actuellement, les modèles d'éducation à la sexualité qui sont proposés sont souvent nocifs parce que, justement, ils disent il faut intervenir avant que l'enfant se pose les questions sur la sexualité. Regardez, dans l'UNESCO, les consignes de l'UNESCO qui sont dérivées des standards européens d'éducation sexuelle, c'est il faut apprendre à l'enfant à partir de 5 ans, ce qu'est le plaisir sexuel. Et ce sont ça, les modèles que l'on met en place, qui sont en fait une sorte de pornographie bien élevée et faite par des personnes officielles. Donc, je n'ai pas de solution, mais déjà de ne pas être tout seul face à cette question, c'est important. Et voilà, c'est le travail qui nous attend et qui va être très, très compliqué. Je voudrais rebondir en effet à ce que le docteur Berger nous disait. J'adhère totalement. Donc, deux choses. La première, c'est qu'en effet, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de la question de la sexualité et de l'affectivité, il faut mettre des mots clairs sur la pornographie. C'est-à-dire qu'il faut faire des séances entières avec les adolescents pour déconstruire sur les schémas sexuels proposés, sur ce qu'ils regardent, sur ce que c'est la vraie sexualité, la sexualité saine, enfin. Et ça manque absolument dans les programmes de prévention actuels. Il y en a d'ailleurs qui proposent de regarder la pornographie pour apprendre ce que c'est la sexualité. Donc j'adhère totalement à cette critique du docteur Berger. Et surtout, je pense que l'État français, c'est un peu notre travail, ce qu'on aimerait faire aussi avec N16, avec l'association Déclic, on collabore déjà avec quelques personnes politiques, c'est de penser des programmes de prévention officiels sur ce sujet, mais qui soient bien câblés, qui soient bien faits et qui partent d'une bonne base, c'est qu'est-ce que c'est la sexualité ? Et qu'est-ce que c'est la santé sexuelle? Et la deuxième point, en lien avec ce que vous disiez sur l'homosexualité ou ces filles qui se réorientent plutôt par peur de leur vécu, aussi avec les garçons, etc. Il y a aussi la question que la pornographie, comme elle propose toutes sortes de contenus possibles à un moment de recherche identitaire cruciale et de construction de soi hyper importante, ce qu'on constate dans les écoles, c'est qu'il y a des questionnements existentiels, en tout cas de l'identité sexuelle et de l'orientation sexuelle, qui étaient pas là auparavant et qui apparaissent parce qu'un ado, une fille qui nous dit je pense que je suis homosexuel parce que je prends du plaisir à regarder des filles sur la pornographie. Et ça, c'est très courant. Ou des hommes qui tentent de faire des expériences réelles, par exemple. Ça peut être aussi dans le sens inverse, mais je veux dire, à quel point l'orientation sexuelle de la personne est remise en question, ou l'identité sexuelle, à cause du plaisir qu'ils prennent et donc de cette confusion qu'ils ont avec la consommation de pornographie. Oui, c'était par rapport justement à la question de l'éducation sexuelle à l'école. C'est bon là ? Bien devant votre... Oui. Donc par rapport à la question de l'éducation sexuelle à l'école, compte tenu de tout ce qu'on a dit, est-ce qu'un enfant parfois il y a des enfants de 9 ans en CM2, est-ce que si on aborde la question, par exemple, comme vous l'avez proposé, d'expliquer ce que c'est une érection, qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce que ça pourrait susciter en fonction des différences de maturité chez chacun des enfants de la classe? Enfin voilà, ça peut aussi poser cette question qu'on vient de soulever, quoi. Ils n'ont peut-être pas encore posé cette question. Enfin voilà.
Alors, je Merci. suis tout à fait d'accord et je vous remercie pour votre question parce que c'est justement là où le rôle des parents est absolument primordial. Et parce que je ne pense pas que ce soit au rôle de l'école de transmettre ce que c'est qu'une érection normalement à un petit garçon ou la question des règles aux filles. Moi, je le fais normalement parce que ça fait partie du programme de CM2. Il y a un programme de SVT qui est introduit et qui est pas si bête que ça parce qu'attendre la 4e avant de comprendre son corps, c'est un peu tardif pour moi. Mais l'introduction dans le programme de SVT fait que ça ouvre la parole sur un sujet qui est un peu oublié et de toute façon qui n'est pas toujours fait dans les programmes. Ce qui est intéressant, c'est que ça invite aussi les parents à se positionner en fait à un moment donné de la scolarité sur cette question du changement du corps. Alors, le problème, c'est que c'est souvent la maîtresse qui remplace les parents ou l'intervenante, même moi, hein, qui remplace ce qui va être dit sur ce sujet du corps et de l'érection, du développement du corps. Mais pour moi, c'est vraiment le rôle des parents d'apporter une parole. Et en fait, ce qui apparaît déjà dès le plus jeune âge, on va dire, avec le fonctionnement, on explique au petit garçon et à la petite fille dans le bain la différence du corps avec son petit frère ou sa petite sœur, par exemple. Ce qui est de l'explication, cette explication va évoluer au fur et à mesure du temps en fonction de la maturité de l'enfant. Et c'est vrai que l'âge, plus l'intelligence va apparaître, moi je suis par exemple très favorable au fait d'utiliser les mots scientifiques directement, à utiliser les mots, on va dire, souvent ce qui est utilisé c'est le mot zizi, le mot zézette pour les filles ou des trucs comme ça. Et ça c'est le vocabulaire courant qui est mis en place, mais c'est intéressant de mettre le vocabulaire scientifique associé à ça. Et un enfant de 7 ans, ils sont capables de retenir des informations sur les dinosaures de je ne sais quoi. Ils sont tout à fait capables de retenir des mots scientifiques sur leur propre corps, justement. Et je pense que ce rapport, justement, presque, qui n'est pas juste intellectuel, vous voyez, c'est pas juste un cours de SVT. Moi, je fais pas de cours de SVT. Je suis là pour introduire, justement, une notion d'estime de soi dès le CM2. Je ne vais pas parler de masturbation à des enfants de CM2 ou de pornographie. Quoique, la question de la pornographie, je l'introduis en CM2. Hein, oui, mais ça peut susciter ce genre de discussion. Enfin, mais la question du fait de susciter, je vais vous dire, c'est pour ça que le rôle des parents est important, en fait, c'est qu'il vaut mieux que ce soit vous, et je vais vous dire, moi, qui gérions cette question plutôt que les petits copains ou la pornographie. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est que malheureusement, la pornographie étant accessible de manière très facile partout avec les tablettes ou les téléphones portables, même qu'on prête à son enfant à 3 ans, hein, pour l'occuper, etc. Il y en a plein, et je ne vais pas porter de jugement là-dessus, mais c'est important de comprendre que c'est un risque, du coup, en termes de confrontation. Il y a des parents qui consomment de la pornographie et qui filent la tablette sur laquelle ils consomment à leurs enfants. Les algorithmes sont faits pour... Mais la question que je me posais en regardant les chiffres de la diapo justement de madame, c'était est-ce que parce que l'âge moyen d'exposition pour la première fois à la pornographie est de 9 ans, admettons, et encore apparemment ce serait sous-estimé, est-ce que c'est pour autant à cet âge-là qu'il faudrait commencer à expliquer des choses pour des enfants qui ne sont pas forcément au même stade, au même âge? Eh bien, malheureusement, oui. Pour moi, oui, parce que c'est le moment justement d'apporter une éducation positive sur le corps, de donner le sens du corps. On parlait de consentement, de lui expliquer justement le respect du corps, que personne ne touche à son corps, toutes les règles de vie en fait, du respect de soi-même, d'estime de soi aussi à fond, justement pour qu'il prenne conscience de sa valeur et que dans ce discours qu'on lui apporte, on introduise petit à petit les dangers qui arrivent aussi sur ces sujets. Et dire avec des mots simples, dire y a des images qui peuvent montrer les parties intimes, eh bien ça ne respecte pas la personne, parce que la partie intime, c'est justement le lieu où tu pourras dire peut-être un jour ton amour. Voilà, il y a quelque chose de l'amour qui se... Mais vous voyez, d'introduire du négatif, de la prévention, dans le positif. Mais cet ordre-là va faire en sorte qu'il sera capable d'assimiler à son rythme. Hein. Je ne vous dis pas de parler de pornographie, de pénétration, etc. À cet âge-là, forcément. Mais d'introduire un petit peu le fait qu'il y a des gens qui ne respectent pas. Il y a des gens qui montrent de la violence. Je suis désolée, c'est parce que je faisais aussi référence à ce que vous venez de dire, Monsieur Berger, sur l'intérêt, c'est aussi d'attendre que l'enfant peut-être pose ses questions. Qu'est-ce qu'il en est quand on va apporter des réponses à des questions qu'il n'a pas encore posées? En fait, c'est pas que je suis pas d'accord, hein, c'est que c'est des questions que je... Votre question, je ne sais pas si c'est une question professionnelle, de question de maman, mais en tout cas, les deux choses se mélangent très souvent. Et elle est totalement légitime. Même en psychiatrie, en psychologie, par exemple, on a passé des décennies à ne pas parler de suicide en disant, si on parle de suicide, on va donner à la personne l'idée de se suicider. On voit très bien aujourd'hui que ça ne marche absolument pas comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on met des mots qu'on donne des idées. Ça, c'est très important. Après, ça dépend comment on met les mots. Et moi, je dis souvent aux parents, vaut mieux arriver 2 ans avant que 1 minute plus tard.
Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que, je suis d'accord avec Anne-Christine, on choisit les mots. On ne va pas dire à un enfant de 8 ans, voilà, est-ce que c'est une fellation? Mais il faut commencer à leur dire que sur Internet, il y a des dangers, qu'il y a des images, etc. Et il faut commencer à expliquer, ce que c'est le corps, ce que c'est le corps humain. Il y a des ouvrages excellents qui sont publiés maintenant pour parler aux enfants de ça. Mais moi, je pense qu'au plus tôt, mieux c'est. Dès le bain. Au niveau des parents, oui, que les parents aient besoin d'une aide et avec des petites brochures, c'est évident. Si les parents sont suffisamment ouverts, les questions de l'enfant vont apparaître dans le milieu familial. Ce qui me gêne actuellement, c'est au niveau du primaire, c'est une forme d'éducation à la sexualité qui est faite en groupe, quel que soit, alors que tous les enfants ne sont pas au même niveau de questionnement et au même niveau de maturité. Et donc, on a des enfants qui vont se fermer les yeux, qui vont, par exemple, le film Le bonheur de la vie, qui est passé à partir de 6 ans, on voit une fille qui caresse le sexe d'un garçon et qui le fait éjaculer, et qui après dit que faire l'amour, c'est avoir de grandes ondes de plaisir dans tout le corps. Bon, ben ça peut être passé à partir de 6 ans. Eh ben, là-dessus, je pense qu'on fait quelque chose de prématuré. Il y a des enfants qui sont gênés, il y en a d'autres qui en font. Voilà. Donc, je crois que la question des intentions même des intervenants et de la manière dont ils prennent en compte le fait qu'un groupe classe n'est pas tous les enfants ne sont pas au même niveau de maturité doit être réfléchi. Docteur, je suis vraiment complètement d'accord avec vous et c'est pour ça que dans la pédagogie, dans la manière de développer l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, la manière dont ça va être apporté est un des défis et malheureusement l'UNESCO ne se pose pas la question vraiment de comment on va dire les choses. Il va plutôt se dire l'enjeu c'est éviter les grossesses précoces et éviter les MST. Et donc ça donne tout de suite un axe sur la manière de parler des choses de manière très préventive en oubliant que l'éducation c'est de la prévention, certes, mais c'est pas que ça. Et c'est aussi la transmission de repères, etc. Et l'adaptation aux différents âges des enfants, c'est le défi d'un éducateur. Moi, je sais que c'est mon défi en CM2, ils n'ont pas du tout les mêmes repères. Et justement, l'idée, c'est qu'en repartant, par exemple, sur des données scientifiques, le développement du corps, expliquer la puberté, on met tout le monde à égalité, avec les mêmes mots, les mêmes a priori, on va dire, qui permettent de se construire correctement. Et ça permet aussi d'entendre, moi je fais souvent des points écoute pour recevoir les enfants en plus des séances que je propose, pour qu'ils puissent poser leurs questions un peu plus personnelles, ou les sujets de pornographie, les élargir un peu plus avec ceux qui sont déjà bien concernés. Mais on va dire que ça demande vraiment, et là c'est pour ça que c'est un métier, que moi j'en ai fait mon métier, d'intervenir sur ces sujets, et qu'on ne s'invente pas éducateur sur ces thèmes-là. Alors, j'avais une question pour monsieur le pédopsychiatre. Je crois beaucoup au jeu par le mimétisme et je voulais avoir votre avis sur les jeux de rôle avec les parents et notamment le jeu du docteur, voilà, qui est une façon aussi d'explorer, qui est aussi une manière de montrer je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, est-ce que tu es d'accord pour que j'explore telle partie de ton corps, voilà, pour des jeunes enfants, hein, j'entends bien sûr. Voilà, parce que je pense aussi que effectivement beaucoup des comportements qui sont déplorables sont dus à une curiosité, alors on en a parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué, parfois un malaise des parents qui ne parlent pas de certains sujets et finalement ce vide est rempli par autre chose, est rempli par des réponses de copains à l'école ou par une recherche sur Internet et une exposition à des images qui sont violentes. Donc qu'est-ce que vous préconisez? Voilà. On va laisser le docteur Berger répondre dessus. Mais quelle est l'intentionnalité? Je veux dire... alors c'est toute la question de la pornographie, mais ça dépendrait à quel âge. Mais pour un enfant petit, moi, j'attendrais que l'enfant pose des questions. Ils peuvent poser des questions très précises. Si c'est initié quelque chose, si c'est initié par le parent, j'ai du mal à voir l'intérêt. Il faudrait préciser. L'enfant va être curieux. Ben on va répondre à ces questions. Pourquoi le mettre sous forme de jeu? De toute façon, le jeu du docteur, ils joueront assez bien sans nous et sans que les parents s'en rendent compte. Le tout, c'est que ça soit pas, ça devienne pas. Le tout, c'est qu'il n'y en ait pas un qui exerce une force physique sur l'autre. Moi, j'irais pas jouer, j'irais pas faire un jeu de rôle comme ça avec les enfants. Je répondrais uniquement
à leurs questions. Je voulais dire deux choses très rapides, s'il vous plaît, dans le cadre de la protection de l'enfance. Il arrive que des enfants jouent entre eux, qu'on n'a plus besoin de papa et maman. C'est parce que les enfants qui sont dans la protection de l'enfance, en dehors des violences, des carences, des distorsions relationnelles, il y a le délaissement. Et je pense notamment à un garçon qui a eu des relations sexuelles avec sa grande sœur et sa petite sœur. Mais ce garçon, sa mère a mis les valises dehors en disant « débrouillez-vous maintenant ». Et j'ai dit au garçon, alors j'imagine que tu as été très triste et que tu as beaucoup pleuré. Il m'a dit non, je me suis donné des baffes pour pas être triste. Et donc ils ont joué à on n'a plus besoin de papa, on n'a plus besoin de maman. Ils étaient tout petits, voyez. Donc ça c'est aussi un point, c'est-à-dire en dehors de la question de la pure sexualité, puisqu'on parle de jeu de papa et maman, parfois c'est de ça dont il s'agit. Donc ça, c'est la question du délaissement. D'autre part, et je vais terminer là-dessus, on a énormément d'enfants qui se posent des questions sur leur filiation, avec des secrets sur la filiation. Et une des raisons de provoquer une réponse parentale sur qui est mon père, mon vrai père, comme on dit, ou qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire avant vous, eh bien, c'est justement d'avoir des relations sexuelles interdites, incestueuses, entre frères et sœurs ou frères et demi-sœurs et ainsi de suite, pour qu'enfin on dise quelque chose. Voilà, je voulais juste rappeler ces deux éléments supplémentaires.